Merci beaucoup pour ces mots d'ouverture et de soutien qui sont évidemment importants. Je crois qu'on va passer sans transition pour pas avoir plus de retard à la première session qui est présidée par Nicolas Hennequès. Bonjour, donc je suis Nicolas Hennequès, sociologue au CNRS, et alors j'ai à la fois le plaisir mais aussi la lourde charge de gérer cette session cette première session de cet après-midi, où nous avions deux intervenantes prévues, et nous en aurons deux, mais pas forcément celles que vous attendiez. Première session qui sera consacrée au paradoxe de l'augmentation des mesures de protection, et qui va être organisée autour des deux interventions de Julie Minoc et de Magali Coldefy. Donc je pense qu'on va commencer par Magali Coldefy, qui est géographe et maître de recherche à l'IRDES, où elle mène depuis une quinzaine d'années des travaux qui, je pense, on est un certain nombre à considérer assez essentiels pour notre compréhension de notre système de santé mentale en France aujourd'hui. Et la présentation qu'elle va nous faire aujourd'hui, découle d'une étude plus particulièrement sur le recours aux soins sous contrainte. Elle vous en dira plus elle-même. Dans 20 minutes. Oui. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous la demande était de vous présenter l'augmentation, l'évolution du recours aux soins sans consentement donc en psychiatrie. Donc je fais un bref rappel soit pour les participants étrangers, soit pour les personnes qui sont moins au fait des questions relatives aux soins sans consentement en psychiatrie, la législation française en la matière. Donc c'est vrai que le Code de la santé publique, dans notre pays, il rappelle que le consentement aux soins est une condition indispensable à toute prise en charge thérapeutique. C'est ce qu'on voit dans les premières lignes, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Donc toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Cependant, dans le cadre du traitement des maladies mentales, il y a des exceptions qui sont faites à cette règle, et donc le Code de la santé publique dit une personne ne peut, sans son consentement, ou le cas échéant sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres qui vont suivre. Donc il y a différents cas qui sont prévus. Donc, le premier, c'est l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, donc où deux conditions doivent être réunies. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante qui justifie une hospitalisation à temps complet. Le deuxième chapitre, c'est l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Donc dans ce cas, c'est que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Donc il y a une notion d'atteinte à l'ordre public supplémentaire pour ce mode d'admission en soins sans consentement. Le troisième cas est spécifique à la prise en charge des personnes détenues, qui elles aussi peuvent être admises en soins sans consentement en psychiatrie. Et le quatrième cas est spécifique aux personnes qui ont été jugées d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans le cadre d'un délit. Mais pareil, la loi, ça a été dit par Nicole Maestracci tout à l'heure, la loi rappelle quand même que les restrictions à l'exercice de ces libertés individuelles doivent être en effet adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Donc pour rappel rapide des principales modifications qui ont été apportées par la loi du 5 juillet 2011 qui a été modifiée en 2013, c'était d'abord donc renforcer les droits des personnes, l'obligation d'une information sur les droits et les voies de recours, l'association aux décisions qui concernent la personne. Donc l'intervention du juge des libertés et de la détention, ça a été cité, qui est automatique dans les 12 jours qui suivent l'hospitalisation, et qui peut se faire sur saisine facultative. Aujourd'hui, en 2016, dans 97% des cas, la saisine est faite de manière systématique au bout des 12 jours, enfin, dans le cas des 12 jours, et seulement 3% dans le cas de saisine facultative. Et ces chiffres sont relativement stables depuis la mise en place de la loi. Au total, c'est 9% des décisions du juge qui ont statué sur la demande qui aboutissent à une main levée de la mesure. Donc ça veut dire que dans près d'un cas sur 10, le juge va décider de lever la mesure de contrainte pour les hospitalisations. Ce chiffre passe à 15% pour les saisines facultatives quand elles sont faites à la demande de la personne ou d'un proche de la personne.
Donc les autres modifications apportées par la loi, c'était l'extension de l'hospitalisation sans consentement aux soins sans consentement. C'est-à-dire que depuis 2011, on peut être pris en charge sans consentement, à la fois en ambulatoire, en consultation, à temps partiel, et pas seulement dans le cadre de l'hospitalisation à temps plein. C'est ce qu'on appelle les programmes de soins. La loi elle a également mis en place un nouveau mode d'admission qui sont les soins en cas de péril imminent, qui initialement étaient prévus plutôt pour les personnes désocialisées pour lesquelles il était difficile d'obtenir la demande du tiers pour faire la demande de soins sans consentement. Mais on va voir que c'est une modalité qui augmente beaucoup depuis la loi. Et la loi met aussi une période initiale de soins et d'observation de 72 heures de la personne avant de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement. Donc pour présenter l'évolution du recours aux soins sans consentement en psychiatrie, donc on a mobilisé les données, c'est le recueil d'informations médicalisées en psychiatrie. En fait, c'est des données que saisissent tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie pour chaque personne qui est vue à un moment donné en psychiatrie, que ce soit lors d'une consultation ou en hospitalisation. Donc c'est des bases de données exhaustives, obligatoires, en gros, que les équipes de soins remplissent dans chaque établissement. Et les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus d'une étude qu'on a publiée en janvier ou février dernier et qui fait suite à une autre étude réalisée avec Tonia Tartour qui portait juste sur l'année d'après la réforme. Donc vous pourrez trouver toutes les données sur la version publiée. Donc j'ai essayé d'actualiser les chiffres puisqu'on a les données 2016 depuis que cet article est sorti. Donc en 2016, donc on a près de 1,8 million d'adultes, enfin de personnes de 16 ans ou plus, qui sont suivies en psychiatrie en établissement de santé. Parmi elles, il y en a 94 000 qui ont été prises en charge au moins une fois sans leur consentement. Donc c'est 5,3% de la file active totale suivie en psychiatrie. Donc quand on regarde les caractéristiques de ces personnes, c'est une population qui est, enfin, par rapport aux autres personnes suivies en psychiatrie, ce sont une population qui est majoritairement masculine, plutôt jeune et qui souffre de troubles psychiatriques sévères, en majorité des troubles psychotiques ou schizophréniques, ou bipolaires, pardon. Donc, ce qu'on observe depuis 2012, c'est une hausse sensible du recours à la contrainte en psychiatrie. Alors moi, je vois pas grand-chose sur nous. Donc, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'en gros, avant la loi de 2011, il y avait une augmentation du nombre de personnes suivies sans consentement en psychiatrie, mais qui était parallèle à l'évolution de la file active totale suivie en psychiatrie. Donc, il y avait une augmentation en nombre, mais pas finalement qui était similaire à celle qu'on observait sur le recours aux soins psychiatriques. Ce qu'on observe depuis la loi de 2011, c'est que le nombre de personnes suivies en soins sans consentement augmente plus vite que le nombre total de personnes suivies en psychiatrie. Alors sur le graphique en haut à gauche, donc la barre violette en bas qui augmente de 18%, c'est le nombre de personnes hospitalisées en soins sans consentement, suivies en soins sans consentement, qui a augmenté de 18% entre 2012 et 2016, alors que dans le même temps, la file active totale suivie en psychiatrie, que ce soit exclusivement librement ou en psychiatrie globale, a augmenté de 8%. Donc le nombre de personnes suivies en soins sans consentement a augmenté 2 fois plus vite que le nombre de personnes suivies en psychiatrie. Si on regarde uniquement les personnes hospitalisées, c'est le graphique à droite. Donc déjà, on voit que ces fameuses 94 000 personnes, mais c'est à peu près un peu plus de 80 000 personnes hospitalisées en soins sans consentement, ça représente près d'un quart des personnes hospitalisées en psychiatrie, 24%. Et là aussi, la proportion augmente depuis 2012. Et là aussi, on voit que le nombre de personnes hospitalisées sans consentement en psychiatrie a augmenté de 12% entre 2012 et 2016, alors que dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées en psychiatrie librement avait tendance à diminuer. Donc, d'après les données dont on disposait, ce qui nous a permis d'expliquer cette augmentation, donc comme je dis, à partir des données qui sont aussi limitées pour aller plus loin dans les explications des phénomènes. Mais la hausse qu'on observe, on l'explique en partie par l'extension des soins sans consentement en dehors de l'hôpital, dans le cadre des programmes de soins. Donc sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui augmente surtout au cours du temps, c'est le nombre de personnes qui bénéficient de programmes de soins et qui étaient donc déjà suivis en soins sans consentement l'année précédente. Ce sont les parties jaunes et oranges en bas, en fait, qui augmentent plus que le reste, qui sont des nouveaux patients, on va dire, en soins sans consentement. Donc c'est... alors, j'aime toujours pas ce terme, mais j'arrive pas à trouver mieux. C'est comme s'il y avait un stock qui grossissait, puisque les programmes de soins peuvent durer plusieurs années, enfin beaucoup plus longtemps que le temps de l'hospitalisation, on va dire. Et donc à ces patients suivis en programme de soins, donc en soins ambulatoires sans consentement, s'ajoutent des nouveaux patients suivis dans ce cadre. Là, je vais peut-être passer vite si on est en temps limité, mais plus pour dire que les programmes de soins sans consentement, donc c'est environ 39 000 personnes qui ont été concernées en 2016.
que ça permet un accès favorisé à des soins variés. On voit que ces personnes-là, par rapport aux gens soignés sans consentement, par rapport aux autres personnes soignées en psychiatrie librement, elles ont accès à plus de modalités de prise en charge, à plus de quantité de soins. Globalement, elles ont un suivi plus intensif que les autres personnes. Par contre, ce qui était initialement pensé avec la mise en place des programmes de soins, c'était que ça allait conduire à une réduction de l'hospitalisation à temps plein. Et ça, on ne l'observe pas. Pour le moment, en gros, les personnes qui sont suivies en programme de soins ont des durées d'hospitalisation plus longues que les personnes qui sont uniquement hospitalisées sans consentement à un moment donné, et plus longues que les personnes qui sont suivies librement en psychiatrie. Donc ça peut s'expliquer en partie parce que c'est des personnes qui ont des troubles sévères et qui ont un besoin de soins plus important. Mais ça reste à vérifier. C'est des personnes aussi qui sont plus fréquemment réadmises en hospitalisation. Il y en a près de 30% qui se retrouvent réhospitalisés dans les 30 jours qui suivent une première hospitalisation. Et c'est vrai que je crois que c'est un psychiatre suisse qui disait, par rapport au programme, enfin l'équivalent des programmes de soins qui ont été mis en place en Suisse, qui disait si l'état de santé du patient n'évolue pas ou peu, le maintien de la mesure se justifie par le fait que les critères ayant conduit à sa mise en œuvre sont toujours présents. A l'inverse, une évolution favorable peut être mise sur le compte de la mesure qui est maintenue pour éviter que les acquis ne se perdent. Donc en gros, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on continue quand même. Et donc l'autre facteur explicatif de l'augmentation des soins sans consentement à partir, on va dire, d'une approche quantitative comme nous on a pu la faire, c'est en effet la montée en charge de la nouvelle modalité de soins prévue par la loi, qui est l'admission en soins pour péril imminent. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'était une modalité qui était prévue plutôt pour les personnes désocialisées, qui devait être une procédure exceptionnelle, dans le cas où on ne pouvait pas obtenir de la demande d'un tiers pour demander des soins sans consentement. Et ce qu'on voit, c'est que cette modalité, elle se développe fortement depuis 2012, puisqu'elle a augmenté. Alors, en pourcentage, ça paraît beaucoup, mais vu que ça n'existait pas avant, c'est normal. Mais en gros, c'est aujourd'hui plus de 20 000 personnes en 2016 qui ont eu des soins en cas de péril imminent. Donc c'est à peu près, j'ai plus le pourcentage en tête, 20% des gens en soins sans consentement. Et on voit que par ailleurs, les soins à la demande d'un tiers ont augmenté d'1% et voire ont tendance à diminuer. Alors tout ce que j'ai mis entre parenthèses sur 2016, c'est que les données je les ai sorties très vite pour cette présentation, mais il faut que je les valide avant de les présenter. Enfin, il faut que je les valide un peu plus, on va dire. Mais a priori, les soins à la demande d'un tiers auraient tendance à se stabiliser, voire à diminuer. Donc on voit bien qu'il y a un transfert, on va dire, des soins à la demande d'un tiers aux soins en cas de péril imminent. Et les autres modalités de prise en charge en soins sans consentement continuent à augmenter. Donc, que nous disent les chiffres sur les soins en cas de péril imminent ? C'est, donc, ça je l'ai dit, 22% des personnes admises en soins sans consentement. Elles ont des caractéristiques relativement similaires aux personnes suivies en soins à la demande d'un tiers. Mais ce qui va les différencier, c'est essentiellement la durée plus brève de prise en charge et qu'elles sont davantage admises par les urgences que les autres modalités de soins sans consentement. Et donc là, ce n'est pas spécialement notre étude qui essaye d'expliquer pourquoi on utilise ce mode de soins en cas de péril imminent, mais c'est plus des études qualitatives qu'on a trouvées dans la littérature. C'est que ça pourrait être une entrée simplifiée dans le circuit de soins psychiatriques dans un contexte d'urgence où c'est plus facile de ne pas aller chercher la demande d'un tiers, ou en tout cas de passer beaucoup de temps pour aller la chercher. Ou alors c'est aussi un moyen pour le tiers de se retirer de la demande de soins sans consentement, puisqu'on sait que c'est une démarche difficile pour les proches de la personne qui peut nuire à la relation, et que cette possibilité de soins en cas de péril imminent peut permettre au tiers de se retirer de la demande. Alors, quelque chose qui ne concerne pas l'évolution des soins sans consentement, mais qui me paraissait important de montrer quand même, puisque ça questionne en effet l'équité d'accès aux droits et l'équité de traitement, on va dire, des personnes, c'est l'hétérogénéité importante de l'utilisation des soins en cas de péril imminent, et après on verra des soins sans consentement entre territoires et entre établissements. En gros, dans 22 départements, c'est moins d'un patient sur 10 qui va être admis en soins en cas de péril imminent, alors que dans 8 autres départements, c'est 40% des patients qui vont être admis en soins en cas de péril imminent. Et ce qu'on observe, si on va au niveau des établissements, c'est encore plus important, puisqu'on observe qu'il y a 40 établissements en France, sur les 260 qui sont autorisés à accueillir des personnes en soins sans consentement, qui vont concentrer à eux seuls 36% des personnes admises en soins en cas de péril imminent,
alors qu'elles prennent en charge 19% des soins sans consentement et 16% de la file active suivie en psychiatrie. Et à l'inverse, on a 40 établissements qui n'accueillent personne en soins en cas de péril imminent. Et ces disparités, on les retrouve plus généralement pour les soins sans consentement. En gros, au niveau national, on a un taux de recours en soins sans consentement de 177 pour 100 000 habitants, mais qui varie dans un rapport de 1 à 6 entre départements. Donc selon le département où on réside, on va avoir 6 fois plus de chances, entre guillemets, d'être admis en soins sans consentement. Donc pour conclure, donc ce que montrent les données, en tout cas du système d'information en santé, c'est qu'il y a eu une augmentation significative des soins sans consentement en psychiatrie suite à la loi du 5 juillet 2011 et qu'elle s'observe dans la plupart des territoires. Qu'on a une montée en charge des soins en cas de péril imminent qui pose question, donc comme je disais, entre désengagement du tiers et facilitation du circuit d'admission dans un contexte d'urgence, et qui s'intègre dans une normalisation générale des procédures d'exception. Parce que ce que je n'ai pas montré ici, c'est que pour les soins à la demande d'un tiers ou les soins à la demande du représentant de l'État, il existe des procédures d'urgence qui nécessitent du coup un seul certificat médical. Et ces procédures d'urgence, dans certains départements, peuvent atteindre 80 à 90% des mesures de SDT ou SDRE. Donc ça dépasse largement les procédures d'exception. Donc on a l'impression que dès qu'on facilite quelque part des démarches administratives, les outils sont davantage utilisés. Donc sur les programmes de soins, donc, qui expliquent en grande partie l'augmentation du nombre de personnes qui est concernées à un moment donné par des soins sans consentement, on voit qu'ils ont l'air de favoriser quand même l'accès à des soins plus intenses et variés, mais ils ne semblent pas limiter l'hospitalisation temps plein. Et le fait qu'ils augmentent la durée de la contrainte en dehors des lieux de l'hôpital et du temps de l'hospitalisation pose question. Et c'est vrai que la littérature étrangère sur les programmes de soins, enfin sur les soins ambulatoires sans consentement, est relativement mitigée sur le bénéfice thérapeutique pour les personnes de ces soins ambulatoires sans consentement. D'ailleurs, ils n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité clinique. Donc, dans ce que je vous ai montré également, donc des disparités territoriales qui existaient avant la loi, la loi n'a rien changé sur les disparités territoriales, qui persistent et qui interrogent l'équité d'accès aux droits et à des soins de qualité des personnes vivant avec un trouble psychique. Voilà, et juste après une limite juste sur les données, je vous ai fait une présentation très quantitative avec beaucoup de chiffres, mais ça permet de montrer des tendances, des évolutions, des disparités. Après, ça reste souvent insuffisant pour vraiment expliquer cette augmentation et ces disparités. Et là, c'est le travail d'autres chercheurs plus qualitativistes qui pourront aider à mieux expliquer ces phénomènes. Voilà. Merci. Je vous propose que nous enchaînions directement avec la deuxième intervention et que vous réserviez vos questions pour un temps de discussion à l'issue de cette présentation. Alors la deuxième présentation aurait dû être faite par Julie Minoc, qui est sociologue et chercheuse au laboratoire Printemps, où elle termine sa thèse sur les recours contre l'ouverture de mesures de protection juridique. Et Julie Minoc a aussi commencé à travailler, si j'ai bien compris, sur le projet Axe Droit, auquel participent certains membres de Cap Droit, qui vise à éclairer l'accès aux droits pour les personnes vieillissantes en situation de vulnérabilité cognitive. Julie ne pouvait pas être là aujourd'hui, et donc vous aurez son avatar, qui sera pour l'occasion Karine Lefeuvre, qui va donc non pas vous présenter dans toute son extension le travail de Julie, mais je pense vous donner un aperçu de ce qu'elle aurait voulu vous présenter si elle avait été là. Waouh, quel défi! Alors, donc merci de votre indulgence parce que c'est de la relève au quasi pied levé. Alors, le titre du travail produit par Julie Minoc, c'était « Mesurer l'ampleur de la protection judiciaire des majeurs. Un état des lieux à partir des données statistiques disponibles ». Voilà, je crois que chaque mot est important. À partir des données statistiques, et puis il y a le mot disponible derrière, et quand j'ai lu son travail, on voit bien que c'est assez complexe. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire ses propos introductifs, qu'elle a intitulé « Avertissement ». Donc déjà, on voit qu'on marche sur des œufs. Et puis ensuite, je vous résumerai un petit peu les différents... à travers différents chiffres, ce qu'elle a voulu traduire. Ce sera, je pense, plus simple. Alors, sur son donc avertissement, elle nous dit, Julie, « Je vous délivre ici un état des lieux à partir de données de seconde main déjà exploitées par ailleurs. Il ne s'agit donc nullement d'un travail d'interprétation, d'analyse, de l'augmentation des mesures de protection, mais plus simplement l'établissement d'un constat par le recoupement de plusieurs sources. Ces sources principales sont les 2 derniers rapports
de la direction des affaires civiles et du Sceau sur le sujet, donc, qui date de 2011 et 2015. Infostat Justice, publié en 2016. Le chapitre 2 de l'annuaire statistique du ministère de la Justice en 2014. Et l'exploitation relativement complète de toutes ces données faites dans le rapport de la Cour des comptes paru en 2016. Et également des chiffres clés de la justice de 2017. Voilà, donc on voit bien qu'il y a toute une série de sources. À noter que les statistiques actuellement disponibles sont insuffisantes, partielles, voire peu fiables, en ce qui concerne celles du ministère de la Justice. Sur les stocks, tout du moins. Donc elle reprend aussi cette notion de stock. Comme le pointait notamment le dernier rapport de la Cour des comptes. Mes terrains dans divers greffes des TGI, donc tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance, corroborent l'idée qu'il faille considérer ces données avec précaution. En mars 2016, la direction des affaires civiles et du Sceau a lancé une étude ad hoc sur un échantillon de décisions judiciaires correspondant à la totalité de l'activité du mois d'octobre 2015, qui devrait venir en partie compenser ces problèmes et insuffisances. Le rapport final est attendu en fin d'année. Donc c'est pour très bientôt. Enfin, au regard de la demande qui m'a été faite, je me suis centrée essentiellement sur les stocks et les flux de mesures au niveau national. Je ne dis rien en revanche des données qui existent localement, principalement région Hauts-de-France et Observatoire Île-de-France, ni des données relatives aux caractéristiques, parcours au profil des personnes concernées existantes, qui sont elles aussi très riches, même si partielles, car souvent limitées aux majeurs protégés dont la mesure est exercée par une association. Voilà. Donc, la loi du 5 mars 2007 de la protection juridique des majeurs visait entre autres à diminuer le nombre de personnes placées sous mesure de protection judiciaire. 10 ans plus tard, quel constat pouvons-nous dresser ? Voilà, donc ça me semblait important de vous lire son préambule. On voit bien qu'il y a toute une série de sources, mais elle insiste quand même beaucoup sur le problème de fiabilité de ces chiffres. Et on voit bien aussi que finalement, on va le voir dans les différents chiffres que je vais vous donner, on s'arrête quand même en 2015. Donc on est en fin 2017. Il y a toujours un décalage dans les statistiques. Alors finalement, ce qui est intéressant dans ce qu'elle a son analyse, elle dit que c'est pas une analyse, mais en tout cas les données qu'elle donne. Il y a à la fois une approche sur la file active, donc je mets bien entre guillemets, file active stock. Ensuite, elle dissocie cette approche du côté des demandes de mesures de protection, de celle du côté des décisions de mesures de protection. Elle a aussi une approche sur la sortie des mesures de protection. Comment on sort, à quel âge, etc. Et puis, enfin, sur les dispositifs de ce qu'on appelle la déjudiciarisation, c'est-à-dire tout ce qui est mandat de protection future, les mesures d'accompagnement social, en fait, la MASP et la MAJ. Alors, sur la file active, ou le stock, tout cela entre guillemets, en fait, donc si on résume, on est passé de 629 500 à peu près mesures en 2010 à fin décembre 2015, 694 000 mesures. Alors ce qui est assez édifiant quand même, c'est qu'il y a 190 juges des tutelles en équivalent temps plein qui ont chacun en fait 3500 mesures en moyenne, avec des disparités géographiques extrêmement importantes en la matière en France selon les territoires. Donc 190 juges en équivalent temps plein et 3500 mesures par juge. Donc on comprend, on entend souvent les juges exprimer le poids très lourd de leur charge, mais c'est vrai que là ça vient complètement illustrer. Donc la Cour des comptes, dans ses différents rapports, a quand même elle-même souligné le caractère peu fiable des statistiques, notamment avant 2010, voire 2013. Donc l'idée, c'est quand même que c'est un peu plus fiable depuis. Voilà. Alors, en fin 2014, il y avait 679 000 mesures. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a plus de tutelles que de curatelles que de sauvegarde de justice. Je reviendrai ensuite sur les pourcentages. Et c'est vrai que moi-même, j'étais très surprise par le nombre de sauvegardes de justice. Je pensais que c'était beaucoup plus important que ça. On voit bien que les chiffres ont leur importance. Donc ça, c'était des données générales sur la file active. Du côté des demandes, ce qu'elle remarque, Julie, c'est qu'il y a une augmentation spectaculaire des demandes relatives au régime de protection.
Alors, elle dissocie les demandes d'ouverture et puis les autres demandes qui concernent le renouvellement d'une mesure, la modification de son étendue, par exemple si on passe d'une curatelle à une tutelle ou l'inverse, d'une conversion, mais aussi d'une main levée. Alors, sur les demandes d'ouverture, constat dont on entend assez souvent parler, c'est qu'en 2009, il y a eu une baisse, au moment où la loi est entrée en vigueur, une baisse du nombre de mesures de protection, de demandes d'ouverture, pardon, soyons précis, 20%, une baisse de 20%, mais ça n'a pas duré longtemps. Je vous rappelle que l'objectif de la loi de 2007, c'était de baisser le nombre de mesures de protection. Donc là, il y a effectivement eu une baisse pendant un temps des demandes d'ouverture, mais ensuite, ça a tout de suite réaugmenté. Et on est passé, voilà, en 2008, il y avait 79 000 demandes d'ouverture et en 2015, 97 000. Donc on voit bien quand même qu'il y a un saut qui a été fait. Chiffre aussi très intéressant, il y a 4 demandes sur 5 demandes d'ouverture qui aboutissent effectivement à l'ouverture d'une mesure. 4 sur 5, ce qui est quand même assez important. Donc ça, c'était pour les demandes d'ouverture. Pour les autres demandes de renouvellement, modification de l'étendue, conversion, main levée, elles ont été multipliées par 5 entre 2008 et 2013. Donc par 5, voilà, on s'arrête en 2013 à ce niveau-là. Et fin 2013, pour ce qui est de la révision des mesures, puisque ça faisait partie des objectifs de la loi, quasiment toutes les mesures ont été révisées, à 99,5% ont été révisées par les juges. Voilà. Ça, c'était du côté des demandes d'ouverture. Du côté des décisions maintenant, ce que Julie constate, c'est un accroissement rapide et constant du nombre de nouvelles mesures, alors que l'objectif, c'était de les restreindre. Des renouvellements quasi systématiques pour des durées supérieures à 10 ans. Donc là, ça rejoint vraiment ce que tu disais sur le fait qu'on rentre dans l'exception un peu peut-être trop facilement. En tout cas, ça pose question. Ça pose question et là j'ouvre une petite parenthèse parce que ça m'interroge par rapport au principe rappelé par Nicole Maestracci sur le fait que quand il y avait une atteinte au principe, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'exception, l'atteinte doit être absolument nécessaire, adaptée et proportionnée. Donc vraiment ça pose question. Mais ça c'est mon commentaire, donc je ferme tout de suite la parenthèse. Alors, sur les décisions d'ouverture de régime de protection, alors, il y a une augmentation de l'ouverture des régimes de protection, et donc, forcément, du coup, puisqu'il y a plus de demandes d'ouverture, il y a plus de décisions, donc le stock augmente lui aussi. On assiste à une augmentation de 5% en moyenne depuis 2010. Et finalement, entre 2013 et 2015, il y a à peu près 70 000 cas nouveaux de mesures de protection. Alors, sur les pourcentages, sur la période 2009-2016, les tutelles représentent 55% des cas. C'est intéressant par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, et on aura l'occasion d'en reparler sur ces 3 jours, de l'avenir de la tutelle. Donc, en 2016, il y avait 55% des mesures ouvertes qui étaient des mesures de tutelle, 43% des mesures de curatelle et 2% des mesures de sauvegarde de justice. Donc voilà, moi-même j'étais surprise de voir que ça représentait que 2%. En 2016, il y a un léger abaissement de la tutelle, 54%, on était à 55%, et donc du coup la curatelle augmente à 44%, et toujours 2% de sauvegarde de justice. Par contre, la répartition entre les mesures assurées par les familles et par les professionnels MJPM reste à peu près identique. C'est-à-dire qu'il y a 44% des mesures de protection qui sont familiales. Donc, ce qui pose toute la question du soutien aux tuteurs et curateurs familiaux. Et donc 56% qui sont exercés par, tout statut confondu, par les MJPM, c'est-à-dire les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Concernant les décisions à l'issue des révisions des mesures existantes, ce qu'on constate, c'est que le taux de main levée des mesures ou d'allègement des mesures, c'est-à-dire qu'une demande de tutelle, de changement de tutelle en curatelle ou d'une autre mesure, baisse considérablement. Donc là aussi, ça questionne quand même. 13% de décisions de main levée en 2009, et on est passé à 8% simplement en 2015. Donc vraiment, le taux baisse de façon assez conséquente.
Et ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a quand même des mesures majoritaires qui sont renouvelées pour plus de 10 ans. Plus de 10 ans, alors que le principe c'est 5 ans, on renouvelle pour 5 ans, donc là c'est sauf exception. Et là aussi c'est quand même assez édifiant. Les mesures de protection ont été renouvelées plus de 9 fois sur 10 pour une durée moyenne de 12,1 ans en 2013. Voilà. Donc on peut évidemment supposer que dans une partie des situations ça peut être justifié, mais c'est quand même assez important. Donc la durée moyenne selon la nature de la mesure renouvelée, donc c'est 14,6 ans pour les tutelles et 9,2 ans pour les curatelles. Parce que quand j'ai dit 12 ans en moyenne, il y a quand même une distinction à faire entre les tutelles et les curatelles. Donc plus de 14 ans en moyenne pour les renouvellements de tutelles. Oui, j'ai quasiment fini. Sur la question des sorties, la sortie, c'est-à-dire la fin de la mesure, eh bien, dans 4 cas sur 5, la mesure se termine parce qu'il y a le décès de la personne. Donc c'est un événement qui touche chacun de nous. Simplement, ça pose quand même question de ces 4/5e. Et puis, il y a quand même aussi donc la caducité qui intervient pour une partie, mais moindre des situations. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Alors, quand même, l'âge est important pour la fin c'est-à-dire ce qu'elle appelle la sortie par main levée. La sortie par main levée, elles sont majoritaires avant 40 ans pour les curatelles renforcées. Sinon, c'est beaucoup plus... L'âge moyen de la sortie, c'est 77 ans. Voilà, donc, il y a quand même une distinction pour les curatelles renforcées. Voilà. Alors, je termine par les dispositifs de déjudiciarisation, le mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future, on en entend parler, mais pas assez. Et puis, du coup, on le voit sur les chiffres, il y en a encore très peu. 5000, aujourd'hui, ont été contractés, en 2015, donc c'est un faux aujourd'hui, en 2015, selon le Conseil supérieur du notariat, et 3209, pour être précis, ont pris effet entre 2009 et 2015. Vous savez qu'il y a la distinction entre le fait de contracter le mandat et le fait de le mettre en œuvre. Et à titre comparatif, au Québec, 36% des adultes préparent ce qu'ils appellent le mandat sur inaptitude future québécois. Voilà. Bon. Sur la MAJ et la MASP, donc juste en 2 mots, un chiffre de MAJ en 2015, 8640. Et au niveau des MASP, alors en 2009, 4007 et en 2012, 9005. Donc il y a quand même eu un bond de mesures d'accompagnement social personnalisé, mais depuis, on stagne. Voilà. Voilà, j'espère qu'avoir à peu près retracé ce que Julie avait voulu nous transmettre. Merci beaucoup. On va prendre un tout petit temps de discussion, comme vous avez tenu le chronomètre, j'ai envie de dire. Peut-être 5 minutes pour quelques questions. Madame ? Oui, alors, il y a un micro ? Ah, ça, Il est là sur la chaise. Je peux l'avoir. Mais là, on vous entend. Vous pouvez déjà commencer à parler, je pense. Pas sûr. Alors, je me présente parce qu'on m'a demandé de revenir à la retraite pour rédiger des articles qui seront édités par une revue scientifique internationale sur l'éthique en médecine. Donc, c'est l'Académie internationale d'éthique, médecine et politique publique qui a été inaugurée cette année à Prague et qui a son siège à Paris-Descartes. Bon, je suis médecin de santé publique de formation. J'ai d'abord été médecin scolaire et après on m'a rappelé donc parce que j'ai constaté une liste impressionnante d'internements abusifs en psychiatrie. J'ai un très grand réseau que je me suis constitué toute seule de plus de 2000 personnes à qui j'écris chaque semaine et donc ils m'informent de tout ce qui se passe de par le monde, presque. Je travaille avec des polytechniciens, on a fait des découvertes au niveau de ce qui concerne justement
ce que mon père m'avait inculqué très jeune, la force qui précède la matière. Et vous avez cité effectivement des phrases qui sont chocs, qui m'ont fait percuter au niveau de la norme. Et donc, la norme en France, c'est de vouloir éliminer les deux extrêmes. On a décidé d'éliminer avant qu'ils naissent les trisomiques, mais on est en train d'éliminer aussi les gens qui ont un QI qui permettrait en France de tirer d'affaire la plupart des problèmes. Ce sont des gens qui ont des très hauts QI homogènes. J'ai une fille qui sort aussi de Paris Descartes comme un fils très brillant médecin, ancien chef de clinique, et qui étudie en tant que neuropsychologue ces QI qui sont parfaitement homogènes, très élevés, et qui trouvent la réponse à toutes les solutions. Mais en France, les psychiatres, étant de plus en plus des autistes de haut niveau, que Marion Le Boyer, avec qui je travaille, connaît très bien, et qui donc prouve, parce qu'elle me renvoie les dossiers, que ces gens n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capacité, et certains psychiatres experts me le disent, je ne comprends rien aux émotions de mes patients. C'est-à-dire qu'ils jugent des gens fous uniquement parce qu'ils ont une incapacité à les comprendre. Que pensez-vous de ces méthodes qui me rappellent une autre période où ma famille était au pouvoir en France avant-guerre, mais qui n'avait aucun pouvoir en réalité, président de la République. Je porte le nom d'une première dame de France qui était l'épouse avant-guerre d'Albert Lebrun. Je suis aussi alliée à François Mitterrand par ma mère. Et puis je descends aussi d'une femme de Montaigne. Vous voyez des gens qui autrefois étaient considérés comme des gens sachants, ayant une certaine connaissance, une certaine éthique. C'était les comtes de la Chassagne, épouse de Mataigne. Alors que pensez-vous de cette mentalité, on a parlé des normes, d'éliminer en les déclarant fous les gens les plus brillants? Merci. On va essayer de prendre des questions courtes parce que le temps file. Est-ce que peut-être une ou deux autres questions supplémentaires? Monsieur Bitton. Merci de rester vraiment court parce que, encore une fois... Je ne vais pas être long, je voudrais poser cette question à Madame Koldefy. Vous avez dit dans vos chiffres que pour 2016, le nombre de personnes en soins sans consentement était de 94 000 contre 92 000 l'année d'avant. Hein. Bien, pendant qu'il y a un mouvement de hausse qui est net. Oui, non, c'est bien ça. Enfin, parce qu'on avait une augmentation, je crois, de 15% de 2012 à 2015, et là, du coup, on passe à 18%. Du fait, c'est 2000 personnes supplémentaires, et y compris sur le nombre de personnes hospitalisées. Donc, c'est pas... Enfin, les gens en programme de soins sont aussi hospitalisés, donc ils participent à ce fameux stock et flux, mais c'est en augmentation constante pour le moment. Bonjour. Alors, attendez, on ne vous voit pas. D'accord, tout en haut. Merci pour vos explications. Je viens de Catalogne, d'une fondation de tutelle, et j'ai été surpris par vos taux d'augmentation, tant de curatelles sur les tutelles, de tutelles sur les curatelles, comme sur les nouveaux placements en hôpitaux. Chez nous, c'est assez différent. Et au fait, nous avons fait une étude de retour social de notre fondation sur la société. Et il a été évalué que les nouveaux placements en hôpitaux se sont réduits en 75%. Donc, c'est pas mal. C'est pas une augmentation du 12% que vous avez compté. Vous pouvez juste nous préciser quelle date entre quelle date et quelle date? En une année. Ah, d'accord. En une année. En une année, dans la région de Gérone, c'est là où nous sommes, une région de 800 000 habitants. La réduction provoquée par les internements psychiatriques a pu arriver à 1 200 000 euros. Voilà. D'autre part, nous avons plus ou moins, nous avons la même quantité de tutelles que de curatelles, mais c'est l'historique. Parce que si nous comptons les nouvelles charges que nous avons eues cette année, nous avons beaucoup moins de tutelles que de curatelles.
c'est un peu différent, mais ça m'a surpris. Oui, merci pour cette comparaison internationale qui effectivement est importante pour éclairer les chiffres français. Monsieur, peut-être pour une dernière question, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par nos successeurs. Ce n'est pas véritablement une question, c'est une comparaison de nouveau, mais avec ce qui se passe en Belgique. Je suis magistrat en Belgique. Et en Belgique, ce sont les juges de paix. Je ne sais pas si ça fonctionne, non. Ce sont les juges de paix qui s'occupent de ces matières-là. Et en Belgique, nous avons une nouvelle loi qui date de 2013 concernant ce qui concerne les mesures de protection des personnes, protection de biens, protection de la personne. Et alors que cette loi a pour objectif de mettre l'accent sur la subsidiarité et la proportionnalité, on constate que dans la pratique quotidienne, les décisions de justice vont toutes dans un sens de protection totale avec un système non pas d'assistance, ce qui sera un peu la curatelle sans doute, plutôt donc la représentation que l'assistance. En ce qui concerne, deuxième point, les mesures d'hospitalisation contrainte, eh bien, c'est 95% qui arrivent dans le cadre de l'urgence, ce qui est donc assez comparable aussi, finalement, aux chiffres que vous avez cités. Je voulais simplement donner cette information. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut que nous nous arrêtions là. Donc, merci aux trois intervenants de cet après-midi. Et je pense que donc nous enchaînons tout de suite sur la pause d'une dizaine de minutes pour essayer de gagner, 5 minutes. Et voilà.